Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette matinale à l'Intercontinental au Grand Hôtel Dieu. Malgré un contexte géopolitique fragile et délicat, nous allons tenter humblement, avec nos partenaires, de décrypter les nouvelles attitudes des utilisateurs de bureaux. Juste un petit historique, la société Brice Robert Arthur Lloyd a été créée en 1980 et nous aurions dû fêter nos 40 ans en 2020. Les fondateurs, Gérard Guyot et Brice Robert. Alors souvent, au cours de ma carrière, on m'a demandé si M. Brice Robert existait. Alors je peux vous dire qu'il nous accompagne. C'est le petit monsieur qui est là-bas, avec ses lunettes. Vous pourrez échanger avec lui tout à l'heure. Il sera un plaisir de vous rencontrer. Depuis toutes ces années, nous avons été témoins de la métamorphose de Lyon en métropole européenne. Nous avons accompagné un grand nombre de projets. Et aujourd'hui, notre société, ses 35 collaborateurs, environ 300 installations par an de clients à Lyon et une forte présence de marché. Nous couvrons à peu près 20 à 30% des secteurs d'activité et avons un rayonnement national à travers notre réseau. Arthur Lloyd, à contrario, c'est une marque. Il n'y a pas de monsieur Arthur Lloyd. Son fondateur, Daniel Dorchy, est accompagné de son directeur général, monsieur Emmanuel Massy, qui est ici présent et qui aujourd'hui développe le réseau. Le réseau, il a démarré dans les années 90. Nous étions 5 ou 6 sociétés. Aujourd'hui, Arthur Lloyd, c'est plus de 70 sociétés au plan national qui sont très impliquées dans le développement économique des territoires. Notre ADN, un esprit entrepreneurial, et cultivons la relation de confiance avec nos clients et nos partenaires. Notre métier, nous sommes un conseil en immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, on nous appelle plutôt des brokers et intervenons dans le domaine du tertiaire, des activités industrielles, du commerce, de l'investissement, des études et analyses, également en logistique, à travers une structure que certains connaissent qui s'appelle Arthur Lloyd Logistique et qui aujourd'hui intervient au plan national et est devenu un spécialiste reconnu dans ce domaine d'activité. Ensuite, le département études et recherches est incarné par son directeur Séven Torossian, qui est ici présent, et qui, dans quelques instants, va vous dévoiler ses différents travaux. Depuis 5 ans, il développe avec ses équipes un travail considérable pour produire une étude qui s'appelle le baromètre Arthur Lloyd. Donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce document. C'est devenu une référence auprès des collectivités, auprès des investisseurs, parce que ça permet de situer sa métropole au plan national. Donc Lyon, comme par hasard, Lyon figure parmi la métropole la plus attractive au niveau national. Donc Sévan nous en dira un mot tout à l'heure. Pour conclure cette introduction, je souhaiterais remercier nos différents intervenants et puis toutes nos équipes aussi back-office qui nous ont aidés à produire cette conférence. Et donc je vais laisser la parole à Sévan. Merci à vous, merci à tous. Bonjour à tous, merci Jean-Pascal. Je suis très heureux de partager avec vous quelques enseignements donc, de cette étude dont vient de parler Jean-Pascal, le baromètre Arthur Lloyd, la 5e édition que nous avons sortie récemment. En quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Lyon est la métropole la plus attractive, dans la région la plus dynamique de France, et que malgré tout ça, elle a quand même des défis à relever. Alors, qu'est-ce que le baromètre Arthur Lloyd ? Eh bien, en fait, c'est une étude, un outil de mesure de l'attractivité et du dynamisme des métropoles, des territoires. L'attractivité, c'est une notion très large, et donc nous avons mis au point un indice d'attractivité qui combine l'analyse de 75 indicateurs statistiques. Je vous rassure, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, on s'intéresse aux performances économiques, aux infrastructures, à la qualité de vie, à l'innovation, au capital humain. On essaie de prendre le maximum d'indicateurs pour mesurer justement cette attractivité. Alors le baromètre, c'est un classement de l'attractivité des métropoles, un outil d'aide à la décision pour construire une stratégie immobilière, une stratégie d'implantation.
mais c'est aussi une étude qui propose des analyses sur les grandes tendances, notamment en termes de création d'emplois. Nos travaux de recherche ont démontré en effet, chiffres à l'appui, les effets de ce qu'on appelle la métropolisation. C'est un terme peut-être un peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les métropoles ont été véritablement les moteurs de la création d'emplois en France depuis 10 ans, et notamment les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Lyon, évidemment, Grenoble, Lille, Nantes, Aix-Marseille, etc. Ces territoires-là, qui représentent seulement 10% du territoire national, ont à eux seuls généré 80% des créations d'emplois en France, ce qui est considérable. Alors pourquoi on s'intéresse tant à ces créations d'emplois en France? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un des moteurs traditionnels en fait, des marchés d'immobilier d'entreprise. Et donc identifier les territoires en bonne santé économique, c'est anticiper les besoins immobiliers futurs des entreprises. Alors, mon propos sur l'emploi me permet justement de revenir sur le titre de cette conférence, la région la plus dynamique de France. Alors, qu'est-ce que nous dit cette 5e édition de cette étude, du baromètre? Premièrement, en 2021, les régions, et notamment les métropoles régionales, ont été véritablement les moteurs de la reprise économique en France, par opposition à une région Île-de-France un peu plus en convalescence. Deuxième enseignement, c'est que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a enregistré la plus forte croissance de l'emploi en France. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais je vous propose d'en retenir deux. Auvergne-Rhône-Alpes, avec 8 millions d'habitants, c'est 12% de la population du pays. Et bien, ce territoire a généré à lui seul quasiment 20% des créations nettes d'emplois en France. Voilà, je pense que cet écart entre 12 et 20% est, je pense, révélateur du dynamisme de cette région et aussi de sa capacité à rebondir après le choc économique qu'on a connu en 2020. Alors, je vous ai expliqué pourquoi Auvergne-Rhône-Alpes était la région la plus dynamique. Maintenant, pourquoi Lyon est la plus attractive, même si je crois que vous connaissez votre territoire par cœur. Je vais quand même tenter quelques explications. Alors, pour nous, pour le baromètre Arthur Lloyd, Lyon est vraiment la valeur sûre du baromètre. C'est-à-dire que depuis 5 ans que nous réalisons cette étude, Lyon est systématiquement en tête de notre baromètre sur l'attractivité des très grandes métropoles quand on combine nos 75 indicateurs statistiques. Lyon a évidemment de nombreux atouts, je vais en identifier 4 principaux. Évidemment, comme vous le savez tous, Lyon a massivement investi dans les infrastructures, dans ses équipements. Cette capacité à créer de nouveaux quartiers urbains et à coupler le développement de ces quartiers avec l'arrivée de lignes de transport. On l'a vu à Confluence, on l'a vu dans d'autres secteurs, à Carré-de-Soie, etc. Deuxième atout, évidemment, pour Lyon, c'est ce qu'on appelle les aménités urbaines, tout ce qui constitue, en fait, tout ce qui fait que Lyon est une ville agréable à vivre. Et évidemment, dans ces aménités, il y a aussi le patrimoine culturel, architectural, qui sont évidemment des atouts séduction imparables. Je pense qu'aujourd'hui, l'écrin dans lequel nous sommes en est la parfaite illustration. Troisième atout qu'on identifie, évidemment, c'est le tissu économique, la richesse du tissu économique, sa diversité. Lyon a de nombreux écosystèmes très générateurs d'emplois, donc c'est vraiment l'atout du bassin d'emploi de Lyon, et un vivier de talents qui s'est au fur et à mesure renforcé avec des écoles, des établissements supérieurs de qualité. Et évidemment, quatrième atout, et en fait qui est une conséquence des 3 précédents, qui concerne plus évidemment les acteurs de l'immobilier que vous êtes, eh bien Lyon, c'est le premier marché des bureaux, c'est le premier marché d'immobilier d'entreprise en fait en région. C'est un marché qui a gagné en maturité ces dernières années, évidemment, que ce soit sur les marchés locatifs, sur les marchés d'investissement. On compare souvent Lyon aux métropoles européennes comme Barcelone, comme Milan, comme Amsterdam. Et la particularité de Lyon, c'est à la fois d'avoir des espaces d'accueil variés, diversifiés, de qualité, mais aussi cette possibilité d'être à moins de 10 minutes de la Part-Dieu, à un loyer de 200-220 euros, ce qui est un atout vraiment, vraiment important. Alors, Lyon a de nombreux atouts, j'en ai cité quelques-uns, mais elle est aussi l'exemple parfait des métropoles européennes qui ont face à elles des défis importants. Des défis urbains, des défis environnementaux et des défis d'ordre sociétal. Évidemment, tous ces défis sont entremêlés. Alors, avec 20 000 habitants supplémentaires chaque année, Lyon, son aire urbaine, avait véritablement une pression démographique très forte. Et donc, l'un des défis majeurs, c'est évidemment celui du logement.
et plus généralement du modèle de développement pour toute l'aire urbaine. L'aire urbaine qui, je vous le rappelle, va jusqu'à Bourgoin, jusqu'à Villefranche, jusqu'à Vienne. Alors, ce défi du développement urbain, ce choix du modèle de développement entre ville dense, étalement urbain, avec toutes les conséquences que cela entraîne, se confronte à un contexte plus général de durcissement pour les acteurs de la fabrique de la ville, de l'immobilier, d'entreprises résidentielles, qui doivent désormais composer avec deux défis vraiment majeurs. Premièrement, comme vous le savez tous, c'est l'impérieuse nécessité de relever le défi du changement climatique, d'assurer la transition écologique. Et je crois que le dernier rapport du GIEC nous rappelle à quel point cela devient urgent. Et évidemment, la deuxième composante, c'est la nouvelle donne politique locale qui entraîne un redimensionnement de certains projets, comme vous le savez. Enfin, ces enjeux de la ville de demain pour Lyon sont à mettre en perspective avec des évolutions sociétales récentes. Compte tenu du thème de notre table ronde, je vous propose de se concentrer donc sur les enjeux du monde du travail, du bureau de demain. Comme vous le savez tous, le monde du travail a été véritablement chahuté depuis 2 ans, si on est un peu négatif, ou connaît des transformations majeures, si on veut être un peu plus positif. Dans les bureaux, vous l'avez tous remarqué, on a tous découvert de nouvelles pratiques de travail. On a évidemment parlé beaucoup de télétravail, qui était jusqu'ici quelque chose de très minoritaire en France. Il y a aussi de nouvelles pratiques, au nom parfois un peu plus étranges, qui ont émergé. On a beaucoup parlé de distanciation sociale, un terme assez barbare, de bureaux satellites, de présentiel, de distanciel, de réunions hybrides. Tout ceci pour dire quoi? Que l'incursion du numérique dans les interactions professionnelles modifie profondément l'organisation des entreprises. Et que dans ce contexte de transformation accélérée des usages, de la société en général, je terminerai ici mon propos, la question qu'on pourrait se poser est la suivante, c'est est-ce que le bureau finalement doit être une variable d'ajustement, ou est-ce qu'il peut avoir, comme il l'a toujours eu jusqu'ici, un rôle à jouer dans la transformation des entreprises? Donc pour répondre à toutes ces questions, je vous propose d'ouvrir le débat. Je vais céder la parole à Quentin Périnel, notre modérateur de choc, qui va vous présenter donc le panel des intervenants, des professionnels et des experts, à qui je souhaite la bienvenue. Et voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Sévan, pour ces mots très, très éclairants qui vont nous guider pendant notre discussion. Bonjour à tous, et je vais vous présenter les personnalités, nos Lyonnais, nos 4 Lyonnais qui vont nous parler de Lyon et donc de ces mutations dont Sévan nous vient de parler. Donc, nous avons Marie Dugardin, donc juste en plein milieu, qui est là, rayonnante, avocate, associée en droit économique, directrice régionale du groupe FIDAL. Donc, bienvenue et merci d'être là. À votre gauche, nous avons Olivier de la Clergerie. Donc, bonjour monsieur, président du directoire du groupe LDLC. Voilà. Plus loin là-bas, nous avons Thierry Pic, qui est professeur à l'EM Lyon, donc plusieurs spécialités, innovation, management, ressources humaines. Donc vous allez nous parler des jeunes, finalement, les jeunes talents de Lyon et d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont envie de rester? Est-ce qu'ils ont envie... Ils veulent quoi, finalement, ces talents? Ils ont envie de bosser où? D'aller vivre où? Vous allez nous parler de ça. Et puis Jean-Christophe Antoine, donc président d'Atlante Voisin. Donc merci infiniment d'être présent. Sévan l'a dit à l'instant, Lyon est une ville attractive et ça ne date pas d'hier, je crois. Enfin, Lyon n'a pas attendu le Covid pour être une ville attractive, mais néanmoins, si on doit prendre le pouls de ces derniers mois, de ces dernières années, finalement, il y a un grand sujet à la mode dans la presse, dans les médias, c'est le grand exode, quoi. Donc, tout le monde, apparemment, Paris est vide et il n'y a plus personne. Est-ce que vous voyez arriver, quand vous prenez le pouls de Lyon, quand vous vous promenez en ville, est-ce que vous voyez arriver ces nouveaux habitants, ces Parisiens ou d'autres d'ailleurs? Est-ce que vous sentez chaque jour que la ville se remplit sans cesse? C'est une question que je pose voilà, à vous 4.
Bon, je suis la seule femme à la tribune, donc je vais me permettre de prendre la parole en premier. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais remercier Brice Robert et Arthur Lloyd, donc Brice Robert, toute l'équipe de Brice Robert à Lyon, et puis Arthur Lloyd dans son ensemble, de me permettre d'intervenir donc auprès de vous aujourd'hui sur ce sujet effectivement de l'immobilier. J'interviens non pas en tant qu'avocat, vous l'avez bien compris, hein, mais en tant que managing partner donc, du cabinet, à la fois sur son implantation à Lyon, bien sûr, mais aussi ailleurs dans la région, Annecy, Chambéry, Grenoble et Valence. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, qui est une question fort intéressante, bien sûr, nous, FIDAL, premier cabinet d'avocats français, on est toujours à la recherche de talents, parce qu'on est dans un sujet de transmission. Le cabinet aura 100 ans cette année, et donc l'idée pour nous, c'est que le cabinet, je dirais, vive après nous et continue à se développer. Donc dans ce contexte-là, l'appropriation et l'attractivité des talents est un enjeu essentiel. Et on est tout le temps en train de chercher le meilleur avocat, celui qui va servir au mieux nos clients aujourd'hui, demain, après-demain, et dans l'intérêt du cabinet. Donc dans ce contexte, on sait bien que Paris, avec le nombre d'avocats, il y a 25 000 avocats à Paris, on est 4 000 à peu près à Lyon, donc de plus en plus nombreux. Paris est une ressource extrêmement importante pour nous, parce qu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires, souvent alors à capitaux français, mais aussi à capitaux anglo-saxons, et c'est un vivier de formation pour nous. Alors, on avait vu déjà depuis une dizaine d'années arriver ces talents chez nous. Alors, le profil, c'est quoi? C'est 32-33 ans, ça fait 7-8 ans qu'ils travaillent dans des cabinets, je dirais, avec des amplitudes horaires extrêmement élevées, des niveaux de dossiers extrêmement importants, mais néanmoins avec des contraintes familiales et personnelles, et entre autres en termes de logement personnel, qui sont aussi extrêmement importantes. On les avait vus arriver, mais en petit nombre. Et j'ai moi-même recruté des personnes qui venaient de Baker McKenzie, de Gide, de Clifford et d'autres. Ce qu'on voit depuis 2 ans, bien sûr, c'est une accélération de ce phénomène. Et le profil, c'est 32-33 ans, donc avec un enfant en train d'attendre le deuxième. Il voit que c'est absolument impossible ou extrêmement difficile de se loger à Paris, on va dire, dans des conditions financières qui sont acceptables, hein, malgré la relative baisse des loyers ou la très relative baisse de l'immobilier donc à Paris. Et ils s'aperçoivent que finalement, pour 2000 ou 2500 euros de loyer, ce qu'ils payent à Paris pour 70 mètres carrés, eh bien, ils vont avoir accès à une maison avec un jardin, voire une piscine à Lyon. Ça va être à peu près ça. Donc, bien sûr, Lyon devient... On a besoin de capter ces talents et la situation actuelle nous permet de les capter en nombre beaucoup plus important, au mieux des intérêts donc, de nos entreprises et de nos clients. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, Lyon est attractif et Lyon est attractif pour ces jeunes générations, ce qui démontre tout le potentiel de la ville et surtout tout le potentiel futur. Thierry Pic, on parle de jeunesse, on parle d'aspiration professionnelle. Vous confirmez ce que vient d'être dit? Oui, alors évidemment, on a été dans nos environnements confrontés au Covid, hein, comme dans beaucoup d'environnements, ce qui fait qu'un certain nombre, notamment d'étudiants étrangers, en tout cas dans nos mondes de l'enseignement supérieur, qui étaient très désireux de venir à Lyon, effectivement, n'ont pas pu venir. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un phénomène important depuis 2 ans, c'est qu'avant, un participant, un étudiant allait à l'école. Aujourd'hui, c'est l'école qui est capable d'aller aux participants avec un niveau de qualité, alors parfois encore un peu aléatoire, mais quand même de bon niveau. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, on a démontré qu'on arrivait à faire de l'enseignement à distance avec à la fois une dimension sociale, de qualité, correcte, dans certaines circonstances, quelque part. Donc l'enjeu, effectivement, pour le monde universitaire, j'allais dire au sens large, hein, dans des villes comme Lyon, c'est de proposer un écosystème qui va bien au-delà de simplement la délivrance de cours et de contenu. Un écosystème, c'est quoi? C'est des partenariats, c'est des relations, c'est des expériences aussi. Les étudiants sont très friands de vivre des expériences, qu'elles soient localisées ici ou qu'elles soient ailleurs dans nos réseaux, notamment internationaux, quand on pourra de nouveau voyager. Et donc la qualité d'un territoire ou d'une institution universitaire, ça va être bien au-delà des cours et du contenu, parce que finalement les étudiants comparent très très peu, hein, un cours de marketing et de finance d'une école à une autre, globalement pour eux c'est le même. C'est plutôt l'infrastructure, c'est plutôt l'hospitality, c'est plutôt la dimension environnementale évidemment de la ville, les transports, l'ensemble de ces éléments qui sont censés être périphériques au contenu de la formation. Est-ce que vous diriez, ce que vous dites, Thierry Pic, est intéressant, parce que la raison pour laquelle les étudiants ont envie de venir à l'école, ont envie de venir en cours, est-ce que finalement, ce n'est pas la même raison pour laquelle un collaborateur a envie de venir
au bureau, c'est-à-dire dans le cas d'une école, un professeur éloquent qui est inspirant, qu'on a envie d'aller voir tout simplement, et dans le cas de l'entreprise, un manager, un boss qui donne envie de donner du temps pour lui et pour la boîte. Vous avez parlé d'expérience, de moments, de convivialité, vous avez parlé de tout ça, c'est la même chose finalement. En 2 mots, je pense qu'Olivier pourra poursuivre. Il y a effectivement du coup la qualité du management, je vais te dire, qui est l'animation pour nous, le professeur. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais venir trouver comme éléments sociaux, émotionnels, collectifs, que je ne peux pas avoir tout seul derrière mon ordinateur. Et donc on est vraiment dans une révolution de l'ingénierie managériale ou de l'ingénierie de l'animation qui font que les temps collectifs sont des temps qui vont amener effectivement les étudiants. Et là, on est sur une dimension, on va dire, managériale, un petit peu de proximité. Qu'est-ce qu'on vient faire dans nos réunions? Qu'est-ce qu'on vient faire dans nos temps collectifs? Dans quel environnement? Et puis deuxièmement, il y a aussi l'élément un peu d'appartenance et d'identité, quelque part. Même si je suis chez moi ou ailleurs, dans d'autres sites, comment je raccroche une identité autour d'une raison d'être, autour de valeurs, autour de dimensions collectives qui font qu'il y a une appartenance à l'institution, que ce soit une entreprise ou une école. Et ça, c'est des nouveaux registres. Au-delà, on est passé d'un système où tout le monde était dans le même bureau au même moment, même lieu, même temps, à un système aujourd'hui où on a des temps différents et des lieux différents. Donc le travail ne se limite plus à un espace, mais le travail, c'est notre vie. Donc quelque part, on est vraiment dans une logique de pouvoir trouver de la cohérence et trouver des éléments d'identité à ces travailleurs qui risquent, à ces collaborateurs et à ces étudiants qui risquent d'être un peu dispersés s'ils ne trouvent pas cette raison d'être particulière de revenir à un espace particulier. La raison d'être et le sentiment d'appartenance devant un écran d'ordinateur, c'est tout de même quelque chose d'assez complexe sur lequel il faut réfléchir. Olivier de la Clergerie, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je trouve que tout ce qui a été dit, bien sûr, j'adhère parfaitement à tout ce qui a été dit, et je trouve que ça résume très bien ce qu'on voit émerger en termes de vocabulaire, qui est la marque employeur, en fait, qui est utilisée un petit peu à toutes les sauces, mais qui, finalement, résume cet aspect d'attractivité de l'entreprise, que ce soit dans ses aspects de valeur, de sens, de métier, que ce soit dans ses aspects d'exécution, c'est-à-dire le management, ou même d'hospitality, donc de conditions de travail et de bien-être. Et finalement, c'est un sujet dont on sent que depuis 2 ans, il est vraiment... il existait avant, hein. C'est pas quelque chose qui est apparu avec le Covid, mais c'est quelque chose qui apparaissait de plus en plus avec la difficulté de recrutement. On se posait la question de quels étaient les éléments qui créaient l'attractivité d'une entreprise. Et aujourd'hui, en fait, finalement, on a cette réponse-là et la crise sanitaire est venue accélérer en fait tout cet environnement-là. Et je pense que voilà, ce qui est vraiment important, c'est quand on est dans l'entreprise, quand on veut travailler sur cet aspect d'attractivité, sur comprendre pourquoi les gens viennent travailler chez nous, eh bien c'est vraiment sur ces 3 aspects en même temps qu'il faut se poser des questions et il ne faut pas sous-estimer ni l'un ou ni l'autre. Et depuis 2 ans, tous les 4 dans vos organismes respectifs, vous avez mis en perspective, j'imagine, cette question. On a changé de paradigme. Vous direz, vous ne percevez plus votre entreprise peut-être de la même manière. Est-ce que qu'est-ce qui est... Non, mais c'est une évidence. Après, je vais confirmer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'était un mouvement qui était en marche et qui a été fortement accéléré par le Covid, bien sûr. Nous, on fait le constat que donner à nos avocats des beaux dossiers, des beaux clients et leur permettre de s'exprimer dans leur métier et leur assurer de belles rémunérations, je dirais, ça ne suffit plus. Et qu'il est bien évident qu'il faut donner du sens à nos métiers. Alors notre métier en tant que tel a du sens. Je dirais, quand on va défendre une entreprise, je dirais, moi-même aujourd'hui, je suis très impliquée dans les sujets de négociation commerciale, donc entre les fournisseurs de la distribution alimentaire et la distribution alimentaire. Quand vous défendez une PME, donc face à Carrefour ou face à Casino, vous défendez des emplois. Donc notre métier en tant que tel a du sens. Et on leur donne du sens. Néanmoins, je dirais, ce qu'il faut bien convenir, c'est que le travail, notre premier lien social, est notre lien social le plus important. On a été confrontés pendant le Covid à des situations de détresse, voire de dépression de personnes qui étaient seules chez elles, donc surtout pendant le premier confinement, et qui n'arrivaient plus à gérer effectivement cette solitude. Et donc le travail aujourd'hui et le lieu du travail a un sens qui est extrêmement symbolique, parce que c'est vraiment, encore une fois, notre premier lien social, et c'est l'appartenance à une collectivité. Et c'est ce que doivent traduire nos organisations, et c'est la raison pour laquelle, donc épaulés effectivement par Arthur Lloyd, nous avons réaménagé totalement nos espaces de travail dans ce souci-là,
et pour convenir à ces nouvelles exigences. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des beaux dossiers, des belles rémunérations, c'est du sens, c'est de la convivialité, c'est le plaisir d'être ensemble, et c'est bien sûr le sentiment d'appartenance. À défaut, je dirais, nous ne transmettrons pas tout ce que nous avons. Et l'immobilier, donc Jean-Christophe Antoine, l'immobilier doit refléter, finalement, l'immobilier de l'entreprise doit refléter la marque employeur, et il y a une certaine showroomisation du bureau. Vous direz, ça doit être un écrin qui ressemble aux valeurs de l'entreprise, à sa culture et aux personnes qui y travaillent. C'est une alchimie assez spéciale quand on parle de pierre, quoi. Mais c'est une évolution normale. Regardez la révolution dans l'industrie de la musique. La musique a oublié que ce n'était pas le support qui était important, c'était la valeur d'usage. De la même manière, dans l'immobilier, ce n'est pas le bureau en tant que tel qui est important, c'est sa valeur d'usage. Donc il faut retrouver cette valeur d'usage. Combien de fois, et Brice Robert est dans la salle, on a évoqué dans les années 70, dans les années 80 ou 90 plutôt, le fait que les bureaux n'évoluaient pas de la même manière que les autres segments, comme l'hôtellerie, par exemple, qui apportait un vrai service. Regardez les décorations des immeubles de bureaux des années 80, c'était pathétique. Il n'y avait on n'avait pas envie d'aller dans des bureaux. On avait un seul modèle du travail, c'était effectivement le CDI à plein temps. Aujourd'hui, on est rentré, alors je vais utiliser un mot à la mode, mais on est rentré dans la biodiversité du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez du présentiel, vous avez du télétravail, parce que globalement, aujourd'hui, après le Covid, vous avez sans doute vu qu'il y avait, avant le Covid, 21% des entreprises avaient signé un accord de télétravail. Aujourd'hui, c'est à peu près plus des 2 tiers des entreprises qui ont signé un accord de télétravail. Après, n'oubliez pas que le marché n'est pas homogène. Les entreprises ne sont pas les mêmes. Il y a des entreprises à forte valeur ajoutée, il y a des entreprises qui sont à plus faible valeur ajoutée, qui n'ont pas forcément les mêmes logiques et qui ne sont pas confrontées aux mêmes réalités aussi. Quand on est effectivement des entreprises à forte valeur ajoutée, où on est confronté à un problème de recrutement aussi, là, pour attirer les talents, effectivement, il faut autre chose qu'un simple bureau. C'est pour ça, et on le voit bien, la tendance générale, c'est la centralité, le retour vers une certaine centralité, qui répond aussi à un besoin de transition écologique, le confort et le bien-être. Et regardez les marchés aujourd'hui dans les centres-villes, quels qu'ils soient, dans tous les centres-villes des grandes métropoles régionales, vous avez très peu de stocks de locaux vacants, contrairement à la périphérie. Donc la périphérie va devoir se réinventer. Le bureau s'est réinventé ces derniers temps, mais il n'a pas perdu. C'est pas la mort du bureau annoncé. Rappelez-vous, juste je termine là-dessus, on parle beaucoup du bureau flexi. Donc effectivement, on a vu les centres d'affaires, le coworking, les office managers qui se sont développés ces derniers temps. Et ils utilisent quoi? Des bureaux. C'est pas la mort du bureau. En revanche, est-ce que c'est la mort, vous parlez des années 70, des années 80, est-ce que c'est la mort du mètre carré roi? C'est-à-dire que le grand bureau comme gage de réussite et de puissance, ça n'a plus lieu d'être maintenant, où on dit apparemment qu'un chef d'entreprise qui se respecte travaille au milieu de ses équipes dans l'open space et n'a pas de place attitrée. Bon, évidemment, une petite salle de réunion pour recevoir dans des conditions correctes, mais il n'y a plus cet esprit de mètre carré roi et de puissance par l'espace. Je crois, et M. Pic a répondu, aujourd'hui, alors effectivement, on a été confronté au télétravail, mais qu'est-ce qu'on constate 2 ans après le Covid et le retour des salariés, ou le non-retour des salariés, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont du mal à faire revenir leurs salariés. On constate quand même que les entreprises qui ont du mal à faire revenir les salariés, qui sont plutôt des grandes entreprises, c'est malgré toutes les politiques qu'elles ont menées, ont perdu le sens collectif. C'est-à-dire, et l'analogie au sport est très importante, quand vous prenez, je vais prendre effectivement un exemple basique, vous prenez une équipe de foot. Leur objectif, c'est de gagner, ou de pas descendre en Ligue 2, ou de gagner la Ligue des Champions, peu importe. Ils sont tendus vers cet effort. Et vous avez un entraîneur, un staff qui vont les amener vers cet objectif, et chacun connaît son rôle. Et si l'un est défaillant, effectivement, le résultat va être moins bon. Là aussi, c'est le décloisonnement, et vous parliez du bureau, du grand bureau, en termes de statut social, oui, ça a disparu. Le décloisonnement des services dans les entreprises est important pour partager un sens collectif. Il n'y a personne de plus important que l'autre. C'est simplement, il faut que tout le monde soit conscient des contraintes de son collègue.
pourquoi il a besoin de ça. Et ça, c'est des échanges permanents, et effectivement, ça change la donne. On évoque donc ces sujets de travail hybride, etc., des besoins des uns et des autres en matière de télétravail, de liberté, d'espace. Est-ce qu'on ne se dirige pas avec cette flexibilité du bureau? On n'a plus notre petit bureau personnel avec les photos des enfants, etc. Enfin, tout ça change pas mal de choses. Est-ce qu'en matière de management, cette époque, l'époque vers laquelle on se dirige, dans laquelle on se trouve déjà, on est sur du micromanagement en permanence, faire du cas par cas sans cesse, parce que machin veut bosser 2 jours et demi en télétravail, parce que tel jour il a un enfant qui fait ça. Enfin, il y a des tas de critères, et cette flexibilité dont on parle, est-ce que, la question est un peu provoque, mais pardon, mais est-ce que ça peut pas amener un tas d'emmerdes aux managers? Je peux essayer de mettre un peu en perspective les choses par rapport effectivement en fait, à la tradition du travail. Enfin, les espaces sont des marqueurs sociaux. Hein. Vous savez que Versailles est un projet politique et pas simplement architectural quelque part. Et le fait d'avoir ses collaborateurs sous les yeux toute la journée dans un même lieu, c'est aussi des éléments de standardisation et de contrôle. Voilà. Alors évidemment, on a évolué avec l'open space qui passe d'un contrôle hiérarchique à un contrôle social. Hein. On voit bien le résultat que ça a donné. Des environnements dynamiques qui sont beaucoup plus centrés sur des logiques d'adaptation, puisque je peux à un moment m'isoler, travailler avec d'autres, donc lié à cette logique de flexibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette tendance à être dans de multiples lieux et dans de multiples horaires, nous confronte à de l'innovation managériale. On est dans l'ère de l'invention et de l'expérimentation de nouveaux modes, alors qui sont paradoxaux parce qu'ils sont à la fois personnalisés, l'obligation de prendre en compte les besoins de chacun, les contraintes de chacun, et en même temps, on l'a dit, créer du collectif. Et c'est l'un et l'autre. Donc je pense que ça réhabilite le rôle du manager de proximité, ce micro-management-là, dont on a voulu à un moment ou à un autre se séparer dans l'entreprise, avec les utopies de l'entreprise libérée, le plus de management, etc. Donc je pense que ça re-questionne en tout cas le rôle du manager, non pas dans son rôle simplement de contrôleur, mais dans son rôle d'animateur, de facilitateur, moi j'aime bien parler de scénarisation hein, de ces instants collectifs. Et il ne faut pas confondre, je termine là-dessus, deux notions qui sont souvent un peu mélangées, qui sont le travail collectif, donc travailler ensemble pour atteindre un objectif ou un projet. On peut le faire pour partie à distance, et on a vu pendant le Covid que ça marchait plutôt bien, même si parfois, évidemment, il faut se voir. Et le collectif de travail, qui est le lieu, l'espace, qui peut être virtuel, mais qui est quand même plutôt physique, parce qu'on est des terriens, hein, quelque part, où là, on va avoir des échanges informels à la machine à café, dans les couloirs, où on va avoir de l'information d'un collègue, où on va être sur toute cette zone grise qui facilite le travail parce qu'on est dans la coopération, dans l'échange informel et qu'on a là justement perdu au niveau du Covid. Donc c'est là-dessus que doivent s'intéresser aujourd'hui les managers, peut-être moins sur la tâche, mais sur la recréation de collectifs de travail. Et on disait tout à l'heure, la priorité d'un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est de trouver les arguments pour faire revenir les collaborateurs au bureau. Et à l'extrême inverse, il y a certaines sociétés, souvent américaines, qui se targuent, qui se vantent d'être à 100% en télétravail depuis 2 ans et qui expliquent les bienfaits de ce truc-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer, évidemment, on sait tous un peu la réponse, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette lubie, cette supériorité de la distance? Oui, nous, on est en télétravail depuis 2 ans et on est encore plus fort. C'est un peu absurde, non? Alors, je vais tenter de répondre à la question de manière indirecte. En regardant la manière dont nous, chez LDLC, on s'est adapté aux différentes fonctions. On avait du télétravail avant la crise sanitaire. On avait signé un accord de télétravail. Il a été bien évidemment revu après, parce que ça a changé quand même les périmètres. Mais en tout cas, ça a mis en exergue pour nous les éléments majeurs de fonctionnement et ce qui était lié à la valeur de l'entreprise. Et le premier élément, ça a rappelé pourquoi, véritablement, qu'est-ce qui était important pour les personnes quand ils venaient au travail. Et c'est le lien social. En fait, globalement, le lieu est un support pour s'assurer qu'on ait un lien social et une cohérence, du coup, collective. Ça, c'est vraiment ce qui a servi pour nous à la construction de l'accord de télétravail, où aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue concret, hein, nous... on a globalement imposé 2 jours de présence par semaine. C'est le minimum qu'on peut faire. Et après, le reste peut être, je dis bien peut être télétravaillé. Et c'est là où on retrouve la flexibilité
où on arrive à gérer en fait à la fois des aspects de cadre commun et des aspects de flexibilité. Laisser en fait de la marge de manœuvre à chaque personne pour qu'elle puisse s'exprimer en fonction du moment, des besoins, parce que même une personne qui aime le télétravail peut à un moment donné, pour des raisons très basiques, si ça se trouve il y a des travaux chez elle, dire maintenant cette semaine je vais venir au bureau, parce que, ou alors en été, c'est climatisé au bureau, ça n'est pas chez moi, c'est quand même plus agréable de travailler au bureau. Donc des fois c'est simplement des conditions aussi simples que ça, mais ça montre qu'il faut garder cette forme de flexibilité, et ça redonne du sens en fait au bureau. Alors nous, on a fait le choix, par exemple, de garder des bureaux pour toutes les personnes, parce qu'il y a quand même un symbole derrière. Je viens dans mon bureau, je viens à l'endroit, donc je conserve l'ensemble de mes mètres carrés. Qu'il y ait du télétravail ou pas de télétravail, ça ne change rien en fait à l'organisation immobilière de l'entreprise. C'est juste une option supplémentaire qui est donnée aux salariés. Donc vraiment, l'aspect, moi, pour reprendre ce point-là, je trouve que pour répondre à la question, dans le côté on fait tout en télétravail, bien sûr que c'est possible, mais je pense, à titre personnel, que dans la durée, c'est les valeurs de l'entreprise et c'est l'individualisme en fait qui perd et l'individualisme qui monte. Donc à long terme ou à moyen terme, j'émets des doutes. Juste une précision aussi. On vient de me dire dans l'oreille qu'on est en direct sur Internet et apparemment il faut qu'on parle plus fort. D'accord. Donc sans évidemment vous casser les oreilles à vous, mais sur Internet, il veut que nous entendons un peu. Juste un petit rappel aussi sur les marchés qui sont quand même relativement différents entre l'Île-de-France et les grandes villes. Un simple rappel sur le trajet domicile-travail. Il y avait une étude d'Ipsos en 2019. Effectivement, il y a peut-être des difficultés de trajet plus importantes maintenant dans certaines grandes métropoles, mais en s'arrêtant en 2019, plus de la moitié des franciliens en Île-de-France avaient plus de 30 minutes de trajet, 54% des salariés. En province, c'était 31%. Donc le sujet n'est pas tout à fait le même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légitimité au télétravail dans les grandes métropoles. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais effectivement, et on l'a vu pendant la crise, on a tous été confrontés à ces visioconférences avec des salariés parisiens ou franciliens qui étaient souvent des jeunes, donc des logements exigus, avec quelquefois un enfant ou sans enfant, donc ils étaient dans la cuisine. C'était terrible pour eux. Donc là aussi, et il y a un élément social qui est important. Le télétravail, c'est quoi? C'est 100% du télétravail. Alors, il y a un phénomène qui est la ghettoisation, c'est-à-dire chacun va rester dans son quartier. Donc, il n'y a plus de mixité sociale. Je vais à l'extrême du propos. Donc ça, c'est un problème qui peut être majeur. Et au-delà de ça, il peut y avoir un avantage. C'était un député, je crois, qui signalait ça. Ça m'avait un peu étonné, mais je vous livre le propos sur l'expatriation fiscale avec le télétravail. Donc c'est une perte sèche pour l'État aussi. Et puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'immobilier de bureau dans un quartier, ça fait vivre tout un tas de... Enfin, je vois à Paris, dans le 8e arrondissement, des restaurants et des commerces qui vivent essentiellement parce qu'il y a des personnes qui vont au bureau et du jour au lendemain qui se retrouvent avec, encore une fois, cet extrémisme 100% en télétravail, les restaurants vides, c'est la mort du déjeuner professionnel, c'est la mort de tas de trucs. Et donc, pour relativiser un peu la chose, les entreprises, en l'occurrence, qui se targuent, qui se vantent de faire que du télétravail depuis 2 ans, c'est souvent, évidemment, des entreprises de IT qui développent des logiciels et qui ont tout intérêt à ce qu'on utilise le plus possible leur propre logiciel. Je reviens sur le nouveau manager. Que vont devenir ces personnes qui ont l'habitude de manager, j'allais dire à l'ancienne, mais qui aiment le contrôle, qui ont besoin d'avoir les équipes sous les yeux, qui veulent du reporting sans cesse. Si machin arrive à 9h32 au lieu de 9h30, on prend la règle et on tape sur la main. Il y en a encore des tas, et c'est d'ailleurs, pendant le confinement, c'était les équipes de ces managers-là qui souffraient terriblement, parce que pas permissif et pas du tout, comment dire, compatible avec cette culture de la distance et cette liberté, finalement. Le management militaire à la papa, il devient quoi? Je caricature, évidemment. Je vais vous répondre. Répondez-moi. En parlant fort. Alors d'abord, je pense que le management tel que vous le décrivez, sauf dans certaines entreprises, je pense que même avant le confinement, déjà, il n'existait plus.
et qu'on était toujours très proche de nos équipes. Et je vais vous parler d'une expérience personnelle. Pendant le premier confinement, moi, je suis allée travailler tous les jours, avec des horaires qui étaient un petit peu différents, mais j'étais en présentiel tous les jours dans nos bureaux, qui faisaient à l'époque 3500 mètres carrés. On était 10 dans 3500 mètres carrés. Et les personnes me remerciaient en me disant heureusement, tu as laissé les bureaux ouverts et on peut être là et on n'est pas chez nous. Et effectivement, ça a été très, très destructeur à certains égards cette période. Le 11 mai, quand le premier confinement, donc le grand confinement s'est terminé, j'étais désespérée parce que j'avais 25% des équipes qui étaient là. Et j'avais surtout mon chiffre d'affaires qui était complètement plombé. Il ne faut pas imaginer qu'on puisse tout faire à distance, c'est pas vrai. Donc c'est pas un management à l'ancienne, c'est juste qu'à un moment donné, on a l'expérience de ce qui est efficace et ce qui n'est pas. Et nous, dans notre métier, on a deux types de fonctions. On a des sujets qu'on peut faire chez nous, donc rédiger des conclusions, rédiger un contrat, prendre un client au téléphone, tout ça on peut le faire chez nous, ça pose pas de difficulté et on peut le faire dans nos bureaux isolés. Et j'expliquerai pourquoi on a gardé des bureaux isolés. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie collective. L'énergie collective, c'est un client à Déco, CNR, Biomérieux qui nous appelle à 10h le matin et qui nous dit j'ai un problème à Taïwan, j'ai un problème en Amérique du Sud et j'ai besoin d'une réponse cet après-midi à 16h. Est-ce que vous imaginez qu'on a la même énergie en visio? Est-ce que vous imaginez que c'est facile de mobiliser une équipe de fiscalistes, de droit des sociétés, de droit social, de droit éco pour régler le problème du client en Amérique du Sud? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit entre midi et 2, on travaille ensemble et effectivement on sort la solution à 16h, bien sûr en visio avec le client, mais on a besoin de cette énergie collective. Donc on a adapté nos bureaux à ces deux fonctions. Donc nous on a gardé des bureaux fermés, on n'a pas de flex, on n'a pas d'open space, y compris pour le personnel administratif. Parce qu'il faut effectivement être tranquille pour rédiger des conclusions, pour rédiger un contrat et pour pouvoir parler à un client, je dirais, dans le respect aussi de nos obligations déontologiques. Et la première chose, c'est le secret professionnel. On ne peut pas se permettre d'être en open space quand on évoque des sujets qui sont confidentiels. Donc on a gardé des bureaux cloisonnés avec des tailles différentes. Et là, peut-être que c'est à l'ancienne, effectivement, en fonction de la seniorité. J'ai un bureau plus grand, et ça me paraît peut-être assez normal, parce que je peux aussi recevoir des clients dans mon bureau, plus grand qu'un jeune collaborateur qui sort de l'école d'avocat. Et ça peut paraître normal, et en tant que tel, ça ne me choque pas, même si pour certains d'entre vous, ça va vous paraître quelque peu obsolète. Mais moi, je l'assume parfaitement, ça ne me pose aucune difficulté. Et après, je dirais, pour satisfaire les besoins et les objectifs de cette nouvelle génération, on a beaucoup de chance, parce qu'on a des bureaux qui ressemblent, je dirais, à ce qu'on voudrait tous, je dirais, dans notre habitat individuel. On a des bureaux qui sont grands, qui sont clairs et qui ont l'avantage d'avoir une terrasse de 500 mètres carrés qui nous est propre, qui n'est pas partagée avec d'autres locataires de l'immeuble et qui donne sur la Saône. Donc nous ne sommes pas très loin de l'ouest, donc le restaurant de Paul Bocuse en remontant la Saône. Donc on est dans un cadre absolument superbe, je dirais, puisque beaucoup de nature, la possibilité effectivement d'être à l'extérieur et de prendre un café sur la terrasse qui est aménagée. Et donc, on a privilégié et on a beaucoup investi sur ces espaces. On a mis un espace de coworking. C'est pas un espace on prête pas, je dirais, nos espaces à des personnes extérieures au cabinet. Mais en revanche, on estime aussi que la réflexion collective, lorsqu'on est sur des sièges bas, là, comme je le suis, avec des tables basses, je dirais, n'est pas la même et que notre imagination, je dirais, plus libre que quand nous sommes effectivement dans nos bureaux. Donc, on a créé en fait des espaces différents en préservant les deux fonctions. Et bien évidemment, on a du télétravail. Mais le télétravail, chez nous, c'est généralement 1 jour par semaine, voire 2 jours. Et c'est managé par le supérieur direct. C'est-à-dire qu'il est hors de question que la personne prenne son jour de télétravail sans avoir prévenu au préalable en début de semaine en disant « je travaillerai chez moi mercredi ou jeudi ou lundi », peu importe, mais il faut qu'on sache quand. C'est-à-dire, nous, c'est un télétravail qui est organisé parce que nous, on a une mission, c'est le service auprès de nos clients. Et ça ne supporte pas, je dirais, d'incertitude ou d'éléments, je dirais, qui ne soit pas cadré. Notre objectif, c'est celui-là. Aujourd'hui, on vit tous des circonstances troubles, difficiles. On travaille de plus en plus dans l'urgence. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir effectivement mes équipes autour de moi. Et je pense qu'ils sont sensibles au fait de me voir. Je pense, j'espère. Ce n'est pas une contrainte pour eux trop importante. Donc, mais je pense qu'effectivement, ça va peut-être vous paraître obsolète et peut-être que ça ne rime à rien. Mais moi, tous les matins, je fais le tour, je dirais, de nos bureaux individuels et je dis bonjour à tout le monde et en demandant comment ça va. Parce qu'en ce moment, je dirais, on est amené à vivre des situations complexes et je pense que le rôle d'un manager, je dirais, n'est pas le même quand on est à distance ou au téléphone, plutôt que quand on a ce contact très physique, je dirais, qui va passer aussi par une expression physique, un sourire, toute la communication non verbale
je dirais, reste extrêmement importante. Donc voilà, donc je voulais vous faire part de mon expérience d'un management, pas l'ancienne, mais peut-être un peu classique. Marie Dugardin, je vois que vous n'avez pas qu'un seul argument pour répondre à ma question provoque. Je vous en... Non, attendez, je suis là pour ça. Non, mais ce que vous dites aussi, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, combien d'invitations à des webinars et à des trucs à distance, parfois donc sur ordinateur avec le masque et compagnie. Là, on est... Pardon, mais je préfère vous voir comme ça et vous voir en vrai que... comment est-ce qu'on a... Il y avait une certaine forme d'hypocrisie quand même. Il y avait un discours de dire, parce qu'on n'avait pas le choix, mais de dire c'est formidable, ces logiciels. On faisait mine de s'enthousiasmer pour des trucs qui franchement... C'était pas la joie. Bon, j'arrête sur le côté. On va parler un peu d'immobilier, justement. Vous avez dit, Marie Dugardin, à l'instant, du verre, de la nature, un rooftop. Et Dieu sait que le rooftop, j'ai l'impression, est une espèce de Joconde de l'immobilier de bureau. Si on a un rooftop, ça devient totalement indispensable. Est-ce que vous diriez... Jean-Christophe, par exemple, qu'il y a quand même, malgré la diversité des entreprises, leurs valeurs, leur culture, etc., est-ce qu'il y a des invariants, des choses essentielles au nouveau bureau, quoi? Là, je viens de citer, c'est cliché, évidemment, le rooftop et la nature, ça date pas d'hier, mais est-ce qu'il y a des trucs qui vont donner envie de venir à n'importe quel profil d'employé, n'importe quel profil de travailleur? Malheureusement, il n'y a pas qu'un seul type d'entreprise. Donc, les entreprises sont très variées et n'ont pas forcément les mêmes moyens pour louer des locaux. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la centralité est un argument majeur aujourd'hui, bien évidemment. Tout ce qui est autour des services au sein de l'immeuble ou autour de l'immeuble, c'est-à-dire tous les services publics, tous les commerces que l'on va pouvoir trouver, la restauration, les bars, la conciergerie au sein de l'immeuble vont avoir une importance importante. Et ce qu'a révélé le Covid, on a vécu pendant 20 ans des constructions d'immeubles de bureaux sans espace extérieur, quasiment. Mis à part ce qu'on appelait les parcs d'affaires qui étaient situés à la périphérie, que vous connaissez, à Tassin, à Écully, où effectivement on pouvait avoir des immeubles de bureaux dans des parcs magnifiques. Mais globalement, il n'y avait pas de terrasse, pas de balcon sur les immeubles de bureaux. Et effectivement, aujourd'hui, on voit le changement de tendance. C'est une véritable demande des utilisateurs d'avoir des espaces extérieurs aujourd'hui, comme ils le font sur leur espace privé. C'est la même chose. Après, et d'où le succès, on le voit, le succès du coworking ces derniers temps. Le coworking, on regroupe beaucoup de choses sous le coworking. On a le centre d'affaires classique. On a l'espace hybride qui va avoir des espaces communs et des espaces particuliers, mais c'est un changement, c'est l'hôtellerie pour le bureau, globalement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la décoration a changé, le service a changé. Vous avez quelqu'un qui est à votre service, vous n'avez pas à vous préoccuper des services généraux. Si vous avez une ampoule qui est grillée, vous n'allez pas appeler votre propriétaire qui va vous dire « je vais appeler celui qui s'occupe de la gestion et qui va intervenir dans 2 semaines ». Et vous allez râler. Vous avez quelqu'un comme un hôtelier, c'est le service de son client, comme un hôtelier qui va vous rendre ce service. Donc effectivement, ça a un prix et ça a un coût supérieur, mais c'est le prix de la flexibilité. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Christophe, du coup, de ces immeubles, de cet immobilier qui ne s'est pas préoccupé de construire des terrasses, qui ne s'est pas préoccupé de toutes les préoccupations actuelles finalement? Comment on le transforme? Comment, et sur la question de la transformation de la ville, de la transformation de Lyon, j'y reviendrai juste après. Il y a plusieurs solutions. Ça dépend où votre immeuble est situé, et à quel moment vous l'avez acheté. Quand vous l'avez acheté il y a plusieurs années, effectivement, la valeur est faite et les progressions des valeurs immobilières ont été très, très significatives dans Lyon et globalement dans toutes les grandes métropoles. On achetait globalement des bureaux à 1 500 € à Lyon, en périphérie, et à 3 000 € à la Pardieu. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, vous connaissez les prix, ça n'a plus rien à voir. Donc si vous l'avez acheté il y a quelque temps, effectivement, soit vous réinjectez des travaux et vous valorisez naturellement votre immeuble en effectuant les travaux de restructuration, ce qui s'est beaucoup fait sur la Pardieu. Et aujourd'hui, le marché, encore une fois, le marché
du développement, il est sur la restructuration. Il n'est pas sur le neuf. Les promoteurs vont avoir beaucoup de mal à lancer des programmes en blanc dans un contexte de marché qui est un peu plus délicat, sauf pour certains secteurs. Et juste pour finir, sur des secteurs périphériques, les parcs d'affaires, où effectivement vous aviez des constructions qui étaient peu denses, vu la pression démographique, aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans une situation qui peut être, pour certains propriétaires, intéressante de requalification du site par la densification. Après, vous pouvez aussi avoir une troisième solution où votre immeuble est totalement obsolète, loin des transports en commun, et il est fini. On estime, pour vous donner une idée, sur les 4 à 5 millions de mètres carrés vacants en région parisienne, on estime à 1 200 000 mètres carrés vacants depuis plus de 4 ans. Donc autant dire que ceux-là sont à peu près morts. Mais éloignés de tout, n'ayant pas subi les travaux. Comment est-ce qu'on développe donc une ville? Alors, on est à une époque quand même où on parle aussi beaucoup à raison, d'environnement, de réchauffement climatique, de RSE. C'est des problématiques quasiment obsessionnelles dans les boîtes. Une entreprise qui n'a pas de directeur RSE, ça n'existe plus. Voilà. Comment est-ce qu'on développe l'attractivité d'une ville comme celle de Lyon, qui voit son nombre d'habitants augmenter sans cesse, son attrait augmenter sans cesse? Comment est-ce qu'on développe une ville tout en se souciant de ces problématiques très actuelles? Il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte. En tant qu'entreprise, on y répond, on va dire, à petite échelle, parce que, enfin, à l'échelle sur laquelle on peut agir, parce qu'on peut pas en fait agir sur l'ensemble. Enfin, c'est très compliqué d'agir sur l'ensemble des secteurs à la fois. Donc nous, on a fait le choix, bien évidemment, d'agir sur l'aspect environnemental. Ça, c'est un choix qu'on arrive à faire par la qualité des constructions, des bureaux, par l'exigence en fait qu'on apporte aux différents dossiers et aux choix qu'on doit faire. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur le choix de la qualité de vie au travail. Et ça rejoint effectivement la notion. Alors, on va rejoindre la notion de nature. Alors c'est vrai qu'on n'est du coup pas tout à fait dans Lyon, on est nous à l'extérieur de Lyon, sur Limonest. Vous avez un rooftop. On a mieux qu'un rooftop. On a un toit végétal complet sur lequel vous pouvez grimper. Et c'est comme faire de l'escalade, c'est ça que vous me dites? Non, on ne fait pas de l'escalade. Bon, certains pourraient tenter, mais on ne fait pas de l'escalade. Donc on est vraiment dans la nature avec des... Vous pouvez pique-niquer au milieu des arbres, etc., mais sur le toit d'un des bâtiments de l'entreprise. Donc voilà, on a des pistes de bowling dans l'entreprise. Pas sur le toit, ça, hein? Non, celles-là, elles ne sont pas sur le toit. Elles sont, bowling en plein air, ça, j'ai jamais vu ça. Au niveau du réfectoire. Voilà, mais ça veut dire qu'en fait, on pense les lieux d'une manière complètement différente, beaucoup plus proche de la vie personnelle des gens. En fait, la frontière entre le travail, le télétravail, le lieu, etc., devient beaucoup plus floue. Et c'est ce qui permet de donner la flexibilité de choix aux personnes, en fait. Et donc, on travaille, nous, sur ces deux aspects-là. L'exigence au niveau des bâtiments, dans tous les métiers, que ce soit les métiers logistiques, les métiers bureaux, voilà. Et ensuite, l'amélioration de la qualité de vie au travail, pour permettre en fait à chaque collaborateur de se sentir bien et donc d'exploiter au mieux en fait les locaux qui sont mis à sa disposition. Et c'est finalement dans cet équilibre-là où nous, on ressent moins le sujet des gens qui ne veulent pas revenir. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils reviennent, mais ils ne sont pas obligés de revenir constamment, à plein temps. Donc en fait, il y a vraiment un équilibre qui se trouve et qui permet aux personnes d'être heureux de revenir parce que dans de bonnes conditions, heureux d'être chez eux parce que de temps en temps c'est agréable aussi, ça évite le transport, ça évite plein de choses, et à la fois de savoir qu'on est dans des environnements qui sont respectueux de l'environnement, etc. Et pardon, parce que je vais vous laisser rajouter quelque chose, Jean-Christophe, Antoine, mais tout le monde a un baby-foot, je crois, dans sa boîte, mais en revanche, une piste de bowling, je crois que j'avais jamais entendu ça. L'idée, juste, est comment? Deux pistes. Deux pistes de bowling. Alors, vous êtes à titre personnel un grand joueur de bowling? Non, comment ça s'est passé, les coulisses de ça? Je vais expliquer, parce qu'on avait le baby-foot, bien évidemment, la piste de pétanque, etc. Mais en fait, on a eu deux bâtiments. Donc, le premier bâtiment, on avait intégré le baby-foot, la salle de sport, la cafétéria, la piste de pétanque, la conciergerie, énormément de choses on parle de bien-être, donc c'est vraiment la notion de bien-être, une vision de campus. Et en fait, ayant besoin de mètres carrés supplémentaires, on a loué un bâtiment
juste en diagonale de la rue. Et dans ce bâtiment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour donner encore plus d'attractivité, parce que sinon, on va avoir des gens qui vont dire, moi, je suis dans le bâtiment qui a la salle de sport, qui a tout ça, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'autre bâtiment? Et du coup, on avait dit aux gens, vous verrez, on vous donnera envie d'aller dans l'autre bâtiment, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit moins bien. Donc on avait travaillé sur un espace loisir, cafétéria loisir, où vous avez l'équivalent de jeux vidéo, de flippers, de consoles, de basket, de fléchettes, etc., plus les pistes de bowling. Donc en fait, on a ces éléments-là au niveau des cafétérias, et les gens peuvent y accéder quand ils souhaitent. Alors c'est important aussi parce que derrière cet aspect-là, on a aussi créé, nous, au niveau de l'entreprise, des after-work. Donc une fois par mois, la période Covid a bien évidemment coupé cet aspect-là, mais ça va revenir. En fait, le jeudi soir, on invite les collaborateurs à venir se rejoindre et passer un moment convivial dans ces lieux qui ont été conçus. Alors il ne s'agit plus de travail, etc. Mais ça montre en fait qu'on mélange vraiment tous les genres, tous les codes, en fait, pour permettre aux personnes de vivre véritablement le travail. Et c'est comme ça donc que les pistes de bowling sont arrivées. C'est très responsable de votre part d'avoir arrêté les after-work pendant le Covid, et Boris Johnson, ça ne l'a pas embêté, lui, par exemple. Vous vouliez Jean-Christophe Antoine, je crois, réagir? Oui, sur la ville, il y a un véritable changement aujourd'hui. Bon, on a déjà la loi énergie-climat qui oriente la politique avec la non-artificialisation des sols. Il faut savoir qu'on a consommé beaucoup de terres arables et agricoles au cours des années qui ont passé, et on l'a consommé de manière un peu anarchique avec des zones qui étaient monofonctionnelles. Donc on avait la zone commerciale, la zone de bureau, la zone d'activité. Aujourd'hui, s'il faut réparer la ville, il faut retrouver effectivement une plus grande mixité. Alors effectivement, on ne mettra pas un entrepôt au cœur de la ville. Mais la mixité des usages va être un élément très important dans les années qui viennent. Et pour tous les quartiers, on doit retrouver au sein de chaque quartier une partie bureau, une partie logement, une partie commerce, une partie service public, c'est-à-dire un lieu, c'est la ville du quart d'heure, où on pourra travailler, se loger, s'amuser, etc. Je peux compléter. Simplement, je me tourne vers vous. Donc, on s'approche de la fin de notre discussion. Donc, c'est le moment de noter vos questions, nos experts. Voilà, d'ici 10 petites minutes, vous pourrez les challenger sur tout ce qui vous fera plaisir. Thierry Pic, je vous redonne la parole. Non, 2-3 points de prolongement de ce qui a été dit. Notamment, je vais vous raconter une histoire. On a un projet à Lyon de construction d'un nouveau campus au centre-ville, 30 000 m² au centre-ville, qui sera prêt en 2024. Et on a été assez surpris, pour simplement vous montrer l'évolution des mentalités des étudiants. Très vite au démarrage du lancement de l'idée, d'avoir des étudiants qui viennent nous voir, qui demandent rendez-vous à tous ceux qui réfléchissent au bureau. Et nous, on pensait qu'ils allaient venir nous voir pour où est le bar des étudiants, quel local va être réservé à leur association, etc. Ils sont venus nous interpeller en fait sur le bilan carbone et sur la responsabilité environnementale de ce bâtiment, des gens de 18-20 ans. Donc ça, c'est assez révélateur quand même aujourd'hui de leur prise de conscience progressive, c'est évidemment pas général, autour de ces sujets-là, et donc ils vont interpeller aussi l'entreprise sur leur responsabilité environnementale, sociale, etc. Et puis, juste pour réagir aussi à ce que disait Olivier, ok, il y a la dimension très responsabilisation environnementale du bâtiment, mais il y a aussi tout ce qui est qualité de vie et responsabilisation effectivement de l'environnement de travail au sens large. Moi, je vous invite à être prudent par rapport aux notions de monde d'avant, monde d'après. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement la fin des modèles, le mélange des genres. On n'est plus vers un modèle unique. Par contre, on est dans l'apprentissage, et ça avec des degrés de maturité très différents, du monde du pendant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place et ce qu'on invente aujourd'hui ensemble pour effectivement trouver des solutions à la fois individuelles et collectives. Et je vous engage aussi à être assez vigilant sur, par exemple, quand on dit on va donner du sens à nos collaborateurs. Non, là on est dans le modèle d'avant, comme si nous on avait le sens et les collaborateurs ne l'avaient pas. Comment ensemble on va construire du sens et comment on va aussi imaginer des espaces qui sont des espaces qu'on va peut-être co-construire pour partir ensemble. On n'a pas forcément tous la solution, mais on va l'expérimenter. Donc beaucoup de modularité, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'aller-retour aussi. Et là, on est vraiment dans des changements managériaux, puisqu'on est dans de la co-construction. On a aussi le droit de se tromper. On a aussi le droit de se tromper ensemble. On a par contre des règles de vie collectives, vous parliez de sport tout à l'heure, à mettre en place et à respecter. Il y a des lignes rouges à ne pas respecter. Donc c'est tout, à la limite, ce bon sens managérial
qu'il faut qu'on retrouve, avec aussi parfois des alternances où on peut être à distance parce que ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, je vous encourage à être un peu aussi dans l'humilité et aussi dans l'authenticité, parce que nous on a fait des enquêtes par exemple sur nos jeunes étudiants qui sortent de l'école. Qu'est-ce qu'ils deviennent 3 ans après leur premier job? Ils vous disent qu'ils ne quittent pas une entreprise, c'est assez connu maintenant, pour des raisons financières, de salaire ou même de travail. Ils vont les quitter pour des notions de qualité managériale. Alors derrière qualité managériale, ils parlent de ce que vous dites, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, la qualité du tissu social, ce qu'ils vivent au quotidien, l'expérience qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà, je pense que l'enjeu, il est là-dessus. Est-ce que vous diriez, vous avez raison Thierry Pic, de souligner la relativité... la relative fiabilité de ces termes un peu grandiloquents, monde d'après, monde d'avant, etc. Tout ça est un peu bête. Finalement, néanmoins, vous parlez de choses générationnelles à l'instant. Les jeunes, les managers plus expérimentés. Est-ce que vous diriez que ce qui arrive dans les entreprises, dans les bureaux, est-ce que ça a rapproché les différentes générations? Ça les a éloignés? Qu'est-ce que vous, générationnellement parlant, dans une boîte là, comment ça se passe entre les différents... un jeune de 26 ans et un profil plus senior de 50. Moi, je vais répondre. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de monde d'avant, de monde d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'est plus une accélération. Un coup d'accélérateur parce qu'on a été forcé de plonger dans le grand bain et que on tâtait l'eau du bout des pieds, mais en fait, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Mais la réalité, voilà, il n'y a pas d'opposition à faire, etc. Il y a plus une accélération des opportunités qui se créent. Et je rejoins l'aspect management. Bien avant l'aspect de la crise, en fait, nous, on a fait et toutes les entreprises font des choix managériaux. Et les bâtiments, le bien-être au travail, etc., ont été faits avant la crise sanitaire. Donc c'est pas la crise, en fait, elle a rien amené. Les pistes de bowling existaient avant. On a juste dû les fermer à cause. Donc c'est bien ça le sujet. En fait, ce qu'on a appris, c'est effectivement, et c'est plutôt ça le changement, c'est dompter le collaboratif, amener à accompagner et à écouter plus qu'à dicter. Et ça a été fait bien avant la crise. Donc il n'y a pas de monde d'avant, il n'y a pas de monde d'après, il n'y a pas d'opposition de génération, il y a juste une évolution. Et on a mis quelques règles très simples dans l'entreprise qui ont été dites. C'est la confiance. Alors on l'oublie, mais faire confiance aux gens. Donc moins de contrôle, plus de confiance. Ça a été quelque chose d'extrêmement important. On a simplifié les règles. Simplifier les règles, ça veut dire qu'on a arrêté de faire des règles pour les 3% de personnes qui ne les respectent jamais, qui ne les respecteront pas encore, et accepter en fait que, comme on fait confiance aux gens, 97% des gens vont respecter les règles tacites de vie de l'entreprise et de valeur de l'entreprise sans qu'on ait besoin de dicter de nouvelles règles, etc. Donc ça, ce sont des choses qui donnent de la reconnaissance en fait extrêmement importante aux collaborateurs, du sens dans leur travail, puisqu'on leur dit en fait on vous fait confiance tout simplement. Et c'est ça aussi qui permet aujourd'hui, je reboucle sur l'ensemble, sur l'aspect immobilier, de dire qu'en fait on arrive à trouver de la flexibilité, parce qu'en fait quand on a de la confiance comme ça dans ces niveaux-là, sur le temps de travail, sur la flexibilité, sur tous ces éléments-là, et ben en fait il est facile de donner des règles, des cadres de règles, de dire voilà, notre accord de télétravail c'est vous êtes là 2 jours par semaine. De toute façon nous on contrôle rien, on vous fait confiance. Point. Et c'est finalement, je dirais que le changement, il est plutôt dans cet aspect managérial et dans l'accompagnement des managers à prendre ça. Et une fois qu'on a ça, on arrive à trouver les équilibres de flexibilité, d'utilisation des locaux, de problématiques, on met des outils de loisirs dans les bâtiments, mais on ne s'inquiète pas que les gens s'en servent trop ou pas. Enfin, voilà, c'est vraiment un lâcher-prise extrêmement important. Pour compléter, moi je partage totalement votre avis. La confiance, c'est la base du management. Et on obtient beaucoup plus avec la confiance qu'avec autre chose. Et il y a 2 autres éléments. C'est l'écoute. Effectivement, il faut pouvoir écouter. L'explication, puisqu'effectivement, dans des développements, il faut pouvoir expliquer et il faut accepter d'être contredit. Et encore une fois, là aussi, les salariés sont force de proposition. Puis une chose qui est élémentaire, mais qui paraît ridicule, c'est la bonne humeur. Simplement. Et pour mettre un peu de bonne humeur, je vous raconte une histoire encore, pardonnez-moi. Le mot de la fin pour Thierry Pic, ensuite c'est nous qui vous écoutons. Puisqu'on parle de bonne humeur, alors
c'est plus ou moins drôle à voir, mais c'est pour voir aussi, pour vous montrer aussi la force encore des modèles passés. Une entreprise, il n'y a pas très longtemps, me disait nous, on fait confiance maintenant aux collaborateurs grâce au télétravail, et on les autorise de travailler chez eux, mais pas le vendredi. Hein. Merci Thierry Pic pour ce mot de la fin, en effet, qui révèle pas mal de choses. Merci à tous les quatre. On n'en a pas encore fini. Moi, j'arrête de poser des questions. En revanche, maintenant, c'est à vous. Donc, à vous de poser vos questions. Donc, à une personne, plusieurs, sur les sujets, enfin, pas tout ce que vous voulez, évidemment, hein, mais sur ce qui est le sujet qui nous concerne, sur Lyon, sur le bureau de demain, sur le management. Voilà. Madame. Je vais vous demander de vous lever, madame, pour qu'on vous voit bien. Oui, c'est important. Bonjour, merci Magali Esposito, Société Espace et Lumière. Je trouve très intéressant les différentes positions que vous prenez, et notamment celle de madame Dugardin, qui semble non pas opposée, mais très complémentaire à celle de monsieur de la Clergerie. Moi, j'ai une question qui concerne la prise de décision, en fait. Comment d'abord, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Je trouve votre position, monsieur de la Clergerie, très, très idéaliste, quand même. Et comment, en fait, s'assurer, dans les nouveaux modes de travail, que la bonne décision est prise. C'est-à-dire, OK, un collaborateur se trouve de plus en plus libre, de plus en plus au contact direct des clients. Et souvent, même avant le Covid, les différents échanges qu'il y avait par mail excluaient un petit peu quand même le manager de certaines prises de décision. Mais lorsqu'il s'agit de fournir la bonne décision... Et de seniorité. Donc même si on recrute... Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Donc même si on recrute de jeunes et brillants avocats, je dirais, il y a quelque chose dans notre métier qui compte énormément. Et comme dans vos métiers, c'est l'exponent de notre vie professionnelle qui vont nous donner le recul, la stratégie, la valeur ajoutée. Je dirais, dans un métier, comme aussi dans beaucoup de métiers, où on est confronté à une banalisation de la prestation, parce qu'on a ce qu'on appelle les legal tech, et certains peuvent penser que finalement, en étant sur Internet, ils vont avoir la solution à tous leurs problèmes et qu'ils vont trouver le merveilleux contrat de distribution ou la consultation fiscale en matière de TVA. Donc, sauf que la réalité, elle n'est pas là. Nous, aujourd'hui, on est 1200 avocats. On peut être assez convaincus du fait que dans les 10 prochaines années, il y a peut-être 20% de nos activités qui vont nous échapper au profit des legal tech, ou comme c'est déjà le cas, au profit des experts comptables. Donc on a une unique solution pour nous, c'est la valeur ajoutée, je dirais comme pour vous. C'est le conseil, la proximité, la valeur ajoutée. C'est-à-dire donner le conseil, l'idée, je dirais le client n'y a pas pensé, personne n'y a... Et là c'est quoi? C'est l'énergie collective et c'est effectivement l'expérience. Et il y a un moment donné, notre expérience nous permet d'avoir le recul nécessaire pour donner cette valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, pour moi, alors peut-être que je suis encore de l'ancienne école, je dirais, mais vraiment, je dirais le contact, qu'il soit avec le client ou avec nos équipes, le contact en présentiel reste extrêmement important. Je vais faire un parallèle. J'ai écouté une émission sur France Culture il n'y a pas très longtemps sur la fonction diplomatique. La fonction diplomatique, et Dieu sait à quel point en ce moment elle est importante, elle s'exerce depuis 2 ans, non pas en présentiel mais en visio. Les diplomates eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont perdu 30% de leur efficacité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'efficacité, elle se faisait avant la réunion, après la réunion, dans les couloirs, dans les hôtels, en parallèle des réunions. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Je dirais la réunion et la visio, bien sûr, est essentielle, mais en réalité, c'est tout ce qui est autour qu'on ne doit pas négliger, qui va nous permettre effectivement de prendre la bonne décision. Donc, rester en équipe, rester quand même, lorsque la décision est importante, en présentiel. D'ailleurs, nos clients nous le demandent, bien sûr. Et donc, s'assurer donc, de ce mentorat et de cette transmission d'expérience. Voilà. Merci de cette question. Aussi pour compléter, la confiance n'exclut bien sûr pas le contrôle. Les guidelines de l'entreprise sont toujours les mêmes à un moment, et c'est pour ça qu'il faut les partager. C'est les objectifs finaux, bien entendu, de chiffre d'affaires, de résultats, de satisfaction client, et ça c'est au centre de l'entreprise, et c'est ce qu'il faut faire partager. Après, n'oubliez pas, parce que là on parle dans un contexte qui est heureux, et qui est relativement confortable, avec des entreprises qui sont à forte valeur ajoutée. Dans un contexte de croissance, de difficultés internationales, de croissance qui sont moins importantes, est-ce qu'on ne va pas aussi revenir à des réactions qui seront un peu différentes, quoi. Je
veux nuancer un tout petit peu le propos, parce que là, le monde est absolument rose. On a eu une croissance phénoménale en 2021, et on est plutôt dans un monde économique qui se porte bien. Il y a des difficultés, mais qui se porte bien pour certaines entreprises. C'est plus facile d'affronter ces problèmes dans ce contexte que dans un contexte plus difficile. Je vais me permettre de répondre en tant qu'idéaliste. Je ne pense pas du tout être un idéaliste, et je rejoins juste un point. Le contrôle ne disparaît jamais, mais il y a la notion d'autocontrôle, il y a la notion de respect. Et en fait, le contrôle prend une autre forme. Et la première forme que prend le contrôle, c'est effectivement le cadre et les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que le premier contrôle, ce n'est plus le résultat instantané du salarié, c'est pas mettre un manager qui va vérifier et remplir un reporting, enfin regarder le reporting, etc. C'est s'assurer que le collaborateur respecte les valeurs de l'entreprise, l'objectif de l'entreprise. Et ça, c'est une sanction possible et c'est un contrôle possible. Après, sur son opérationnel, la confiance fait qu'en fait, on lui fait confiance. On lui fait confiance de donner la bonne réponse au client, potentiellement. C'est quand même son métier, ça fait partie de son métier. Donc, on lui fait confiance de le faire correctement. On l'autorise à faire des erreurs. Donc, voilà. Et du coup, on lui apprend à poser des questions si jamais il se dit « tiens, je ne sais pas ». Et on lui enlève la peur d'avouer ne pas savoir. Et en fait, ça aussi, c'est extrêmement important. Et c'est quand on crée tout cet environnement-là qu'on arrive à des situations où, effectivement, on enlève la vision du contrôle traditionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un cadre donné, qu'on n'a pas de règles du jeu. Ça, ce serait pour le coup très idéaliste, très utopiste, de dire, par nature, tous les intérêts s'alignent. Parce que simplement les personnes sont comme ça. Non, c'est en fait le cadre commun qui donne cet alignement. Par contre, on change une chose majeure, c'est l'engagement. Et l'engagement démultiplie drastiquement la capacité de travail et la qualité du travail fait par le collaborateur. Et puis moi, je finis dans la provoque en vous disant qu'aujourd'hui, dans un monde d'incertitude, on ne sait pas ce qu'est une bonne décision, on ne sait pas ce qu'est une bonne stratégie. Il y a une réponse à un moment donné. Le principal est très très vite d'aller accompagner le collaborateur pour faire un feedback de son action, si tant est qu'il a besoin de l'avoir, et pouvoir collectivement réajuster le tir. Dans le monde actuel, c'est presque plus la capacité à agir, réagir qui compte que de chercher encore une fois le bon modèle, la bonne décision, la bonne stratégie. Et là, on rejoint tout ce que vous avez dit sur cet environnement managérial qui va permettre aussi de se tromper, mais de réajuster très vite et de le faire ensemble. Merci à tous les quatre. Une autre question, peut-être dans le public, pour une personne ou pour les quatre. Hein, vous avez répondu tous les quatre finalement. Donc. Oui, madame. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour des raisons de type vidéo. Est-ce qu'on est filmé? Donc, comme ça, Bonjour, merci à tous en tout cas pour vos remarques. Alors moi j'interroge plutôt Jean-Christophe sur la partie investisseur, puisque Émilie Desmoments, Société Rhône Capital, conseil en gestion de patrimoine. Que répondre à nos investisseurs qui vous disent avec le télétravail, les entreprises prendront plus de bureaux, c'est fini, c'est la mort du bureau. La question c'est est-ce que du coup avec la distanciation sociale elles vont prendre plus grand ou elles vont prendre plus petit parce que tout le monde est en télétravail. Voilà, ma question c'est ça. Et dans les 5-10 ans, c'est compliqué, hein, ce que je vous demande. Hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut attendre de rentabilité des bureaux? Et est-ce que c'est plutôt en centre-ville? Est-ce que c'est plutôt en périphérie, justement, avec la flexibilité de ces pôles économiques et résidentiels, on mélange tout, qui sont en train, effectivement, de se mettre en place? Merci. Vaste question, mais je suis pas devin, j'aimerais bien. Sincèrement. Alors, bon, sur l'aspect, la mort du bureau, on a essayé d'y répondre partiellement. Encore une fois, le bureau a une valeur d'usage. Il y a des besoins qui correspondent au bureau. Et c'est cette valeur d'usage qui est importante, et non pas uniquement un mètre carré de bureau. On ne consomme pas, les entreprises ne consomment plus de la même manière le bureau. Donc, et vous le voyez bien, quand on dit aujourd'hui que les coworkers, et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées, elles prennent en location des immeubles de bureaux. Donc, elles utilisent bien des immeubles de bureaux. Donc, même si ce phénomène se développe, ils consomment des immeubles de bureaux. Ce qui est important, la manière dont les entreprises consomment. Encore une fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les entreprises
sont très diverses, très différentes dans leur activité, dans leur typologie, dans leur marge. Donc il faut essayer de nuancer le propos. Parce qu'il y avait une étude intéressante d'un agent immobilier sur l'année 2021, sur les transactions de plus de 5000 m² en Ile-de-France. Je vous donne un exemple. En Ile-de-France, il y a eu 1 800 000 m² de transactions. 500 000 m² sont des transactions de plus de 5000 mètres, donc on va considérer que ce sont plutôt des grandes entreprises. Sur ce panel en 2021, sans qu'on puisse tirer véritablement de conclusion, on s'est aperçu, alors ça a été en baisse, ce volume, ces transactions de plus de 5000 était en baisse de 38% par rapport à l'année 2019, qui était l'année de référence. On constate que globalement, ces entreprises ont à 42% réduit leur surface. Donc il y a eu une volonté de réduction de surface. Et quel est le niveau de réduction de surface? Il était de l'ordre à peu près de 20% de réduction de surface qu'elles souhaitaient. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Mais est-ce que c'est pour répondre à une situation financière particulière, etc. On n'arrive pas à l'identifier aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Donc ça, il faut le prendre avec précaution. Ce qu'on remarque aujourd'hui, si on veut résumer, c'est consommer, pas forcément moins, mais consommer mieux. Ça, c'est la première attente des entreprises globalement. Donc consommer mieux, c'est est-ce que je peux avoir peut-être autant de mètres carrés ou un peu moins de mètres carrés? Je suis prêt à avoir, je ne vais pas baisser mon budget et mon poste immobilier, mais je veux plus de qualité dans mon immeuble, plus de services, plus de centralité. C'est ce que disait Marie Dugardin, ce que disait Olivier tout à l'heure. Donc ça, c'est une tendance qui est à peu près générale. Ensuite, vous avez un niveau d'entreprise aujourd'hui qui ne sont pas prêts à payer 300 € pour leur immobilier, qui veulent des bureaux à 150, 160, 180 € et qui vont aller en périphérie. Donc la typologie des entreprises n'est pas la même. Donc il y aura toujours des entreprises qui iront dans des locaux, effectivement, d'un standing moins élevé, où il y aura moins de services. Et donc ça continuera à exister. Donc la mort du bureau, non, il y a une moindre consommation. On a vu pendant le Covid le stock de locaux vacants augmenter et curieusement dans certains secteurs où la construction a été très importante. Si vous prenez la région parisienne, c'est essentiellement la Seine-Saint-Denis et la Défense qui ont terriblement souffert. Après, qui interroge sur le modèle de la tour et de la densité dans la tour. Ça, c'est un autre phénomène. Les valeurs, les loyers en baisse ont été constatés en baisse, l'ont été à la Défense. Alors, on vous donne des loyers faciaux, mais derrière, avec les avantages, il y a eu des baisses très fortes sur la Défense, qui effectivement pose le problème des tours. Après, donc, voilà à peu près les tendances. Après, la rareté, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une rareté future aujourd'hui. Alors, c'est un peu provocateur de dire ça. Mais aujourd'hui, regardez les centres-villes. Est-ce que vous avez beaucoup d'offres à Lyon centre-ville? À Paris intramuros, vous avez très peu d'offres de qualité. Je vais prendre un exemple. Notre siège social est à Dijon. À Dijon, vous avez un immeuble de bureau en cours de construction neuf à Dijon. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pareil sur d'autres grandes métropoles. Donc il y a effectivement aujourd'hui une petite césure entre la demande des entreprises qu'elles voudraient aujourd'hui et l'offre qui leur est proposée. Donc soit l'offre de seconde main doit être rénovée, doit être restructurée, ou elle va disparaître. Tant qu'elle est bien située, elle ne disparaîtra pas, bien évidemment. Donc ça, c'est la tendance que l'on voit. Mais aujourd'hui, vous voyez bien les municipalités qui ne donnent plus de permis, en tout cas importants sur le bureau. Les promoteurs, prendre un risque sur des bureaux en blanc aujourd'hui devient compliqué parce que c'est un risque majeur. Et on pense que les conditions de crédit vont se resserrer dans le contexte actuel, donc ça sera beaucoup plus difficile. Donc ça va être effectivement de la restructuration de bureaux. Mais on voit les baisses, les demandes de permis sont en baisse, donc ça va produire son effet en 2024-2025. Donc il peut y avoir un phénomène de rareté. Après, sur votre question sur les taux de rendement et combien peuvent rapporter les immeubles, on a vécu... alors, j'aurais bien aimé
l'avoir en tête il y a 25 ans, mais moi je me rappelle quand je commençais ma carrière en 85, Lyon, on disait, mais il y avait quelqu'un de chez Auguste Thouars à l'époque, maintenant qui est devenu BNP, qui disait il faut que les loyers dépassent les 1000 francs le mètre carré à la Pardieu. Et à la fois à Lyon et à Paris, on achetait 6 à 7% à des prix de loyer qui étaient quadruples de ceux de Lyon. Et à Lyon, on avait un taux de rendement supérieur et un loyer qui était plus faible. Économiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut l'expliquer par le tissu économique, mais il y avait une césure. Soit le loyer différent est plus faible à Lyon, mais donc ça tient bien compte de la différence du tissu économique et de l'activité, mais le taux de rendement est le même. Parce qu'un immeuble à Lyon, un immeuble à Paris, c'est la même chose. Donc effectivement, il y a eu cette tendance. Donc là, tous les marchés ont été corrigés de province. Après, aujourd'hui, les taux de rendement, globalement, tous les investisseurs veulent aller vers de la qualité et vers de la sécurisation. Donc il y a une grosse concurrence sur les immeubles corps loués et donc des taux de rendement qui sont faibles et qui sont rendus possibles par des taux d'intérêt qui sont très faibles et une prime de risque pour l'immobilier qui est là. Maintenant, il y a quand même des signaux à regarder aujourd'hui, c'est qu'on va être dans une période de stagflation, une inflation forte, ça protège l'immobilier, mais pas totalement. C'est-à-dire, si l'entreprise ne peut pas répercuter toute la pression de l'augmentation de ses prix de revient sur son prix de vente, vous n'allez pas pouvoir, et ce qu'on a connu dans une période où les indexations de loyer prenaient 7-8% par an, à un moment, c'est plus possible. Soit l'entreprise, soit le bailleur va voir son preneur et lui dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on va essayer de tempérer, soit à un moment donné, le locataire dit ben, dans 3 ans, je pars, je vais retrouver un immeuble. Donc ça, c'est ce qu'il faut regarder. Et une croissance faible. Et des taux d'intérêt qui peuvent augmenter, alors pas immédiatement, là on est relativement serein, mais qui pourraient repricer certains immeubles. Donc sur un certain nombre d'immeubles, il doit y avoir aujourd'hui, alors les immeubles où il n'y a pas eu de travaux qui sont en périphérie, il doit y avoir un repricing. Parce que c'était un peu monoprix et prix unique, hein, la période qu'on avait vue. Dès l'instant où il y avait un locataire, c'était vendu, la qualité de l'immeuble, personne ne s'en préoccupait. Merci infiniment. Jean-Christophe, Antoine, mais attendez, vous avez été terminé, c'est pour vous ce mot de la fin. Merci infiniment à tous les 4. Merci à Arthur Lloyd d'avoir organisé cette conférence. Et puis merci à vous, vous étiez très nombreux, donc ça fait plaisir de revoir des vrais gens à des vrais événements. Voilà, donc merci infiniment et bonne journée à tous. Je vous propose de continuer autour d'un café. Merci à tous.